Mais d'abord, le plan de trading de Smart Bourse, comme chaque lundi à 12h30, avec les équipes d'IG et Alexandre Baradez qui est à nos côtés pour cette semaine. Bonjour Alexandre. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être là. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec un graphique qui nous montre que les marchés européens, que le marché parisien est revenu sur ses sommets historiques si on compte les dividendes à travers l'indice CAC 40 Total Return. Oui. Je crois qu'on est revenu à peut-être 0,1, 0,2, 0,3% des sommets historiques quand on prend cet indicateur. Alors déjà, l'indice nous rappelle quand même qu'il faut toujours inclure les dividendes quand on parle d'investissement moyen terme. C'est fondamental. On rappelle, surtout quand on voit les sommets de 2000-2007, qui sont toujours un peu les souvenirs comme ça très douloureux, mais on se rend compte qu'ils ont été balayés depuis belle lurette. Donc c'est un rappel que l'investissement long terme est toujours intéressant. Après, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est la partie active. C'est-à-dire, oui, mais en gestion active, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette tendance-là? Une fois qu'il y a seulement 3 mois et demi, on tapait des niveaux sous les 6000 points. Et maintenant, on est à flirter avec les records. La question, je dirais pas d'un juste milieu, parce qu'il y a beaucoup de bons arguments pour ce rallye, la question de la vitesse de déploiement du rallye et de la suite soulève des questions quand même légitimes. Parce que, on l'a dit, c'est un rallye vraiment d'anticipation, de dénouement d'angoisse extrême et d'anticipation. Une fois qu'anticipation sur la Chine est faite, il nous manque de données désormais, un peu cette semaine, donc c'est le nouvel an, donc on va devoir surveiller toute la vitesse de réouverture de la Chine. C'est sa consommation de matières premières, ses ventes au détail, alors, espérons qu'elle soit bonne. Moi, ça ne peut aller que mieux. C'est ça, l'idée, c'est pas de dire, oui, mais attendez, pendant un an, on va galérer. Non, ça ira bien mieux le reste de l'année. Là, on est dans une espèce de fine-tuning, c'est-à-dire d'essayer de dire, une consolidation que certains souhaitent, moi j'en fais partie, d'autres également, mais on a à peu près tous, je pense, la même idée que si consolidation il y a, ce ne sera pas du 15% de drawdown, ça peut être quelques pourcents, et c'est ça qu'on essaie de déterminer en fait. On est en conscience que si on est beaucoup à attendre ça, l'idée que ça puisse partir sans nous, puisse se faire aussi. Et donc, c'est pas la période la plus simple, mais à la fois, moi, les arguments, et ceux qu'on déploie d'ailleurs depuis 2-3 semaines maintenant, c'est l'idée qu'on a quand même des signaux côté US qui sont des signaux d'un momentum qui est en train de faiblir un peu. Sur les hard data, les soft data, on ne va pas les lister, il y en a plusieurs, mais on voit bien un ralentissement. Et l'énergie emmagasinée au T4, et on le voit via la Fed d'Atlanta, on est encore à 3,5 et quelques. D'ailleurs, on va le voir cette semaine. Est-ce qu'on est, comme le consensus le pense, un peu en dessous de 3, ou est-ce qu'on sera sur la Fed d'Atlanta à les 3 et quelques? On a quand même l'impression que ça, c'est déjà, si on regarde les données avancées en tout cas, on a l'impression que c'est déjà un bruit un petit peu passé. Non pas que le bruit qu'on entend soit diaboliquement inquiétant, mais il y a quand même un sentiment de momentum macro qui ralentit. Voilà. Et on ne voit pas non plus les matières premières s'envoler sur la Chine, par exemple. Si vraiment vous voyez, le sentiment qu'on a eu sur le luxe, sur le tourisme loisir, tous des valeurs qui sont tournées vers la Chine, ce redécollage sectoriel, on ne l'a pas eu. Très peu sur les matières premières, à part quelques métaux, le cuivre, qui est assez sensible à la Chine, mais le reste, il s'est pas été un emballement des commodities. Donc on peut dire, tant mieux pour l'inflation, tant mieux pour les banques centrales, mais de l'autre côté, ça peut aussi vouloir dire que ceux qui sont en amont, qui achètent, qui restockent ou autres, sont peut-être pas à se précipiter non plus. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de zone un peu grise comme ça, dans laquelle on devrait évoluer quelque temps, qui est pas du tout la période angoissante qu'on avait encore 3-4 mois, mais qui n'est peut-être pas non plus la période où l'hypothèse de très ou trop rose que la volatilité à 19 veut nous montrer. Où mettre le curseur? C'est pas parce que le pire n'arrivera pas qu'on bascule dans un scénario tout rose, ultra positif. Et on essaye de trouver justement la gradation qu'il peut y avoir entre ces deux extrêmes d'une certaine manière. Oui, et les PMI par exemple, demain c'est les PMI, vous l'avez dit, c'est une belle semaine macro. PIB américain, PMI demain, et la micro aussi, LVMH, etc. Mais les PMI demain, probablement pour l'Allemagne, devraient être un peu meilleurs. On l'a vu sur le ZIU, sur l'IFO, sur plein d'indicateurs, ça devrait aller mieux. La question, c'est quelle va être la réaction par rapport à ce mieux. Est-ce qu'un PMI, par exemple, le manufacturier allemand au service qui recollait les 50, voire qui passerait un peu au-dessus, est-ce que ce serait 3% de plus sur le DAX, ou est-ce que ça fait déjà partie de ce que le marché a intégré? Et moi, je pense qu'il y a un petit peu un risque d'asymétrie. Ça, je ne suis pas convaincu, parce qu'on l'attend, je pense, ces bons PMI. On a vu d'autres indicateurs allemands nous montrer que ça allait mieux, donc les meilleurs PMI, on les attend. S'ils sont effectivement un peu meilleurs, où va être la réserve de hausse par rapport à ça? Et si en revanche, sur ligne avec le consensus ou à peine meilleur, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'asymétrie? Et j'ai l'impression qu'on aura un peu ça pour les earnings de la semaine, sur les LVMH qui ont beaucoup rallié. Côté US, c'est les pétrolières, par exemple, Chevron, Exxon, etc. C'est des valeurs qui ont déjà beaucoup rallié, alors qu'un Microsoft, qui est toujours en train de racler le fond, lui sera plus susceptible de rebondir sur une moins mauvaise nouvelle, alors que ceux qui ont beaucoup emmagasiné de hausse depuis 2-3 mois, eh bien, sont peut-être plus sensibles à des résultats qui seraient peut-être pile en ligne.
concrètement, si on regarde le CAC 40 cash cette fois, hors dividende pour la partie active, comme vous dites, Alexandre, avec une vue hebdomadaire, qu'est-ce qui pourrait être une zone idéale de consolidation? On est plusieurs à l'avoir vu, j'ai l'impression. Cette zone des 6006, elle est un peu parfaite, parce qu'en fait, on voit que les précédentes résistances de l'accélération l'année dernière qui avaient échoué avant de ramener le CAC plus bas, c'est à 6006 que ça a bloqué. Donc on casse ça, et donc on attend légitimement d'avoir ce qu'on appelle un pullback, en fait, de revenir sur cette zone-là. Il y a après des niveaux techniques, on voit l'oblique qui passe par le sommet de 2015, le sommet de 2020 avant le Covid. Vous reliez ça, l'oblique, elle passe pile à 6600 points. Donc il y a un peu de densité technique à 6006, et en résistance, c'est vrai que je les ai bien mis en surbrillance, rouge et violette, mais le haut de l'ancien canal et puis l'ancien sommet historique de 2000, c'est des zones costaud d'un point de vue technique. Donc le marché, encore une fois, l'aspect technique, il est intéressant à matérialiser, mais c'est pas lui qui va forcément déclencher le mouvement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui donne envie au marché, aux algos, sur ces niveaux, en disant tiens, il y a du technique qui peut bloquer, quelle est la news, macro ou micro, qui peut nous donner envie de prendre un peu les gains, d'attendre peut-être 6006 pour recharger un peu. C'est la zone idéale, mais comme vous disiez, ou comme vous laissez entendre dans le discours, c'est pas parce que cette zone, c'est la zone optimale et qu'on aurait tous envie de voir le marché retracer un petit peu de quelques pourcents, 5%, grosso modo. C'est pas pour ça que ça se passera comme ça. C'est ça. Il y a un risque que ça ne se passe pas comme ça. Parce que le risque que l'on a, et qui était pour nous un argument qui, quand beaucoup de gens étaient inquiets, on disait mais attention, les retracements vont être très faibles parce qu'il y a du cash. Il y a toujours ce cash que les gérants ont, la smart money dispose, et qui va revenir sur le marché. Et effectivement, le dernier retracement qu'on a eu, c'était en décembre. Souvenez-vous, on était monté à 6008 avant d'aller à 6004. Pour certains, c'est ça un dip. C'est un dip. C'est-à-dire de lâcher 400 points, ça avait été une opportunité, et le flux avait commencé à revenir à ce moment-là. Donc, on a déjà eu 400 points. Là, le marché a lâché la semaine dernière près de 2% par rapport au sommet. Est-ce que c'est déjà un dip ? La question, c'est que si pour certains c'est un dip, effectivement, on va à 7004 en ligne droite et on dépasse. Moi, je trouve qu'il y a de la réserve. Je continue de penser qu'il y a... Ou alors que si on navigue un peu au-delà de 7000, qu'on laisse penser qu'on repartira d'un coup, est-ce que ce sera un vrai départ ? Moi, je trouve qu'il y a matière, il y a argument macro, et peut-être micro, on verra cette semaine, pour considérer que ça puisse un petit peu consolider dans la zone actuelle. Si on zoome encore un peu plus, avec une vue journalière du CAC 40, où est-ce que ça va se jouer, là, cette idée d'une consolidation jusqu'à peut-être 6006 ? À partir de quel niveau est-ce que ça peut se jouer, Alexandre ? Déjà sous 7000. 7000, c'est déjà une zone où... le 6944 que vous avez à gauche, donc, qui est l'ancien sommet de 2000, c'est lui, en fait, qui la semaine dernière avait verrouillé la partie baissière. Quand il est venu chercher ce niveau, puis le marché a tenté de rebondir, il est toujours dans cette phase-là où il essaie de repasser un peu les 7000. Donc pour moi, c'est un peu la zone, si on commence à passer en dessous, techniquement, on voit qu'il n'y a plus grand-chose, donc c'est là que le 6006 peut s'ouvrir. Voilà, c'est la zone de vulnérabilité, on va dire ça comme ça, sous 6944, sous 6950, on va dire. Voilà, là, il y a à peu près 300 points de risque. Mais c'est des risques, des opportunités, c'est le buy the dip. Là, c'est clair que, et si on va plus bas, évidemment, buy the dip encore plus. Là, la question, c'est de comment on construit le flanc droit, en fait. Le flanc gauche, c'est toute la phase de baisse. Est-ce que le flanc droit, il va être plus raide que le flanc gauche, plus rapidement repris, ou est-ce qu'il faut le consolider un peu pour justement avoir quelque chose après qui soit suffisamment dense sur lequel on peut bâtir un rallye plus soutenu. Moi, je pense qu'il y a matière à le consolider un petit peu, ce flanc droit, et 6006 serait une bonne zone d'atterrissage un peu optimale quand même. J'entends. Un élément qui perturbe aussi beaucoup d'investisseurs globaux, c'est la surperformance de l'Europe par rapport au marché américain qu'on observe depuis plusieurs mois maintenant, voire plusieurs trimestres. Beaucoup estiment que le marché américain reste un marché leader et que si les États-Unis ou le marché américain ne va pas si bien que ça, c'est compliqué pour l'Europe d'aller mieux. Pourtant, c'est ce qu'on observe depuis plusieurs mois. Mais c'est vrai que les catalyseurs sur l'Europe, il y a toute une série de facteurs. L'euro, très faible. Ça, pour les investisseurs étrangers, ça rendait les valeurs européennes encore moins chères, alors qu'elle était déjà peu chère par rapport à des multiples dont on a déjà beaucoup parlé. Donc, multiples faibles, effet de devise favorable pour les investisseurs étrangers, plus une noirceur de scénario qui fait que toutes les statistiques tombées, en gros depuis 3 mois, ont été au-dessus des attentes. Donc l'indice de surprise économique, et on voit bien la divergence, les US ils sont en train de partir à la baisse en termes de surprise économique, nous c'est l'inverse, mais depuis 3 mois et demi, 4 mois. À un moment donné, les surprises, le marché, ça y est, il a entendu Scholz, il a entendu les scénarios moins négatifs, donc l'effet de surprise économique va moins être là. L'euro est plus cher aussi, on était à 0,95, on est quasiment à 1,10. Donc ça, c'est des éléments qui normalement doivent rééquilibrer un petit peu le rapport de force, on va dire ça comme ça. Europe-États-Unis, puis la thématique cyclique aussi, de la Chine, on a déjà beaucoup parlé, a beaucoup joué. Donc là, effectivement, est-ce qu'on n'est pas un peu face à un début de revanche de la tech, ou en tout cas, revanche
pas aussi explosif qu'on peut le penser, mais un rééquilibrage entre la value et la croissance. Je pense qu'on peut avoir quelque chose un peu de ce style-là, voilà. Mais du coup, ça veut aussi dire, si on prend ça irait avec l'idée d'une consolidation telle qu'on l'a décrite sur le CAC 40, par exemple, que dans le même temps, on retrouve un peu plus de momentum sur la partie tech américaine, par exemple, pour ainsi dire, le Nasdaq. Oui, disons que ce serait, je pense qu'on arrive avec plein de groupes tech, avec, vu qu'ils n'ont fait que baisser quasiment jusqu'à présent, à part que depuis quelques jours ils se reprennent un peu, ce qu'on disait tout à l'heure, le risque de bonne surprise est plus important, je trouve, que le risque de vraie mauvaise surprise. Un groupe qui a déjà perdu 30 ou 40%, même s'il annonce des résultats encore un peu moyens, des guidances un peu moyennes, on est déjà bas, donc la volonté de survendre ou de vendre encore de 10-15%, normalement, sera moins là, sauf vraiment des guidances. Si Microsoft nous dit que voilà, il y a des gros plans négatifs, etc. Après, on voit bien que derrière la vague de licenciements qui fait beaucoup de bruit, qui fait les gros titres, il y a aussi la prise de conscience chez les dirigeants de ces groupes tech qu'il y a un besoin de réajustement, de réallocation, de restructuration, après des années particulièrement fastes. Je parle des années Covid, mais même des années précédentes. Oui, ça veut donc dire qu'ils cherchent aussi à améliorer un peu leur rentabilité. Quand vous enlevez 5, 6, 10% de masse salariale, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas devenu de value tout de suite, mais vous faites un peu plus attention à votre dividende probablement. Donc, c'est un signe aussi qu'effectivement, la croissance sera moins en rendez-vous. Alors, si on regarde le S&P, donc ça c'est l'eurodoll, mais si on regarde le SP500, on voit bien d'ailleurs le SP500, il faut bien le décrire comme ça, c'est un mix entre de la croissance et de la value. Voilà, on voit bien l'oblique là qui traverse. Alors ça, tout le monde là, sur ces écrans, tout le monde, les gérants US, les algos, les retail, tout le monde a cette oblique. Donc, elle est visible comme le milieu de la figure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que la phase dans laquelle nous sommes actuellement, c'est vraiment une zone, on voit bien, où l'amplitude décroît. Donc ça va sortir. La question, c'est par le haut ou par le bas. La zone basse, il faut quand même mettre en surbrillance ce qu'on a fait du coup, pour montrer quand même que si cette zone basse venait, s'il y a des résultats un peu moins bons, ou si la value, ce qui peut tirer aussi le S&P, pas vers les plus bas complètement, mais qui peut le pousser à latéraliser encore un petit peu, ça peut être la thème value. Ça peut être, je vous dis, cette semaine, vous avez des pétrolières qui vont annoncer, les pétrolières sont perchés là-haut, au même cours quand le pétrole est à $130. On est à 70-80. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des ajustements sur la value US présente dans le S&P qu'on va voir? Et est-ce que du coup, même si les techs faisaient un peu mieux, est-ce qu'on n'aura pas quand même là un bloc de consolidation qui va durer un peu? Et je pense que, voilà, on ne va pas prédire à 2 heures près ce qui va se passer, mais si on commence par contre à taper l'oblique violette, la première, je pense vraiment qu'il y a un potentiel d'aller chercher 3750 à peu près. C'est pas rien par rapport au niveau actuel, ça fait quand même des 5-6% de... Et donc, si on a ça sur le CAC, voilà, on atteint ce que l'on veut. Si ça sort par le haut, par contre, j'aimerais quand même attendre que le 4100 soit retouché. C'est-à-dire la zone de résistance qu'on a eu, vous voyez, en fin d'année dernière, qui est un peu bloquée, là, les 4100. L'oblique n'est pas le seul signal. Il faut casser, s'installer à 4100 pendant quelques jours, par exemple. Et là, le pire est passé. Si on a 4100 sur une clôture hebdo, normalement, le pire est passé. Bon, un mot pour finir des devises, avec une détente du dollar qui commence à se voir sur les graphiques, à travers l'euro-dollar notamment, 1,09 ce matin. Oui, le 1,09, ce qu'on voit sur le graphique, voilà, c'est que vous avez deux énormes... Alors, il y a des niveaux techniques au des niveaux techniques qui ne sont pas, encore une fois, des éléments premiers. C'est des éléments qu'on regarde, qui font partie du paysage d'analyse, macro, technique, micro, etc. Là, on regarde l'aspect technique. On est sur des zones, moi je pensais que ces zones, on les toucherait plutôt au deuxième trimestre. Je pensais qu'on aurait d'abord, une fois qu'on était à 1,05, un retour sur la parité, on joue un peu avec la parité, le temps que le dollar index, le temps que les politiques monétaires se déroulent jusqu'au bout, et qu'après l'euro partirait. Il est parti plus vite que je le pensais. On allait à 1,09 directement. Le dollar index a lâché plus de 10% depuis son sommet. Et on a vu la semaine dernière plusieurs membres de la Fed se rappeler notre bon souvenir sur l'hypothèse qu'il faudrait, pour certains d'entre eux, en tout cas, aller au-delà de 5. 5, c'est pas dans les prix actuellement. C'est pas dans les cours du dollar. C'est pas dans les niveaux de futures Fed Funds. En tout cas, pas sur les échéances qui sont les 2 prochaines réunions. On a une vision qui est plutôt soft de la part des futures Fed Funds. Et on a par contre des taux cours américains, on l'a vu la semaine dernière, qui ont un peu réagi. Le 2 ans US qui était à 4,05, il est monté à 4,17, 4,20 quasiment. Donc c'est le signe que là, il y a des désaccords qui se font entre ce que disent certains membres de la Fed, ce que price le marché, les futurs Fed Funds, et ce que semble vouloir intégrer par contre le segment obligataire US. Donc moi je trouve que là aussi, quand ça commence à diverger un peu comme ça, il me semble qu'il y a plus de risques d'avoir des, je dis pas des surprises très agressives, mais des petits rappels à l'ordre comme ceux qu'on a eu là. Mais vous me direz, mais la BCE aussi fait ses rappels à l'ordre. Donc ça liste l'euro, mais attention quand même que si la BCE est perçue comme trop agressive, à un moment donné, je ne pense pas que ça va tirer l'euro. Ce sera plutôt l'inverse. On va se dire, aïe, vent contraire macro. Et ça sera pénalisant pour la croissance. Plutôt pénalisant pour l'euro, je pense. Donc c'est là que... Donc je pense que là aussi l'euro n'a pas de quoi flamber d'un indice. Ces deux niveaux me semblent, avec le contexte macro, justifier quelques prises de gains. Et donc voilà, voir un euro naviguer quelque temps entre 1,05 et 1,09 me semblerait être le scénario à prévoir dans les jours et les semaines qui viennent. Bon, le scénario idéal.
On verra si les marchés peuvent aboutir à des objectifs idéaux, que ce soit sur les indices actions ou sur l'euro-dollar. Merci beaucoup Alexandre. Merci pour cet éclairage de marché chaque lundi à 12h30, le plan de trading de Smart Bourse avec les équipes d'IG en plateau.